Très heureux de vous accueillir pour cette 8e édition de la Nuit de la Culture Giennoise. Des artistes et de belles histoires aussi à découvrir pendant 1 heure. Nous vous accueillons ici, dans les jardins du Château-Musée de Gien. Je remercie d'ailleurs le département du Loiret de nous avoir autorisé à tourner aujourd'hui. Et sans plus attendre, voici le sommaire. Rendez-vous avec une jeune femme rayonnante et talentueuse. Elle est comédienne, musicienne et mezzo-soprano. Elle s'appelle Astrid Fournier-Larocque et nous l'avons rencontrée dans un cadre qui lui est familier, le théâtre de l'Escabeau. Pendant 17 ans, Gien a eu sa radio, Radio Gien, puis Gien FM, a informé, distrait ses milliers d'auditeurs fidèles quotidiens. De locale, elle est devenue régionale et il y a 27 ans, la station fermait. Je pense qu'il était temps de vous raconter son histoire avec l'un des fondateurs, François Gresset. Et puis, grande part sera faite à la musique et à la danse dans cette 8e édition. La Nuit de la Culture Giennoise, c'est parti! Nous allons faire un pas dans le passé et nous retrouver en 2020. C'était la première émission de la Nuit de la Culture, en plein confinement. C'est le groupe qui a ouvert à plein d'autres depuis les portes de cette émission. Vous l'avez peut-être loupé à l'époque, et bien voici la séance de rattrapage. Je vous présente Brandzinc Trio avec leur titre « Bon vent ». Bon, tout le monde est prêt? Tout le monde est accordé? Oui. Bon. Les voiles, les bons vents. Hey, mettre les voiles, les bons autant qu'un souffle se devine repasser à contre-courant. Les idées noires là dévènent et à part le chant des sirènes, nous reste-t-il à présent? Glisser vers les rugissants ou mettre les voiles, les bons vents? Et mettre les voiles, les bons les voiles, les bons vents. Hey, mettre les voiles, les bons tant d'autres vont agonisant, la vraisemblance en faux fuyant. Tant d'autres vont s'avilissant, poussière dans les mains des gisants. Que nous reste-t-il à présent? Glisser vers les rugissants ou mettre les voiles, les bons vents? Et mettre les voiles, les bons vents. Les voiles, les bons vents. Et mettre les voiles, les bons vents.
Franzang Trio, bon vent, on peut dire que ça met l'ambiance. Ils préparent un nouvel album et ils se produisent plus que jamais sur scène. Première rencontre de cette 8e édition, une jeune femme talentueuse, attachante, rayonnante. Astrid Fournier-Larocque est née à Gien. Elle est comédienne, musicienne et mezzo-soprano. C'est au Théâtre de l'Escabeau que nous l'avons rencontrée. Interview Astrid, première. Astrid, bonjour. Bonjour. Alors, il faut se présenter. Qui es-tu? Je suis Astrid Fournier-Larocque. Je suis née à Gien en 1991. J'ai donc 34 ans. Et je suis maintenant comédienne et mezzo-soprano. Tes parents sont musiciens? Mes parents sont de grands amateurs de musique, de grands mélomanes. Ma mère a fait du piano, du chant. Mon père n'a jamais pratiqué d'instrument, mais il adore... à part celui de la radiographie. Tout à fait, voilà, c'est vrai. C'est l'instrument qu'il maîtrise très Ça, bien. il le maîtrise très Il bien. était radiologue. Tout à fait. Et donc on a tous fait de la musique, mes frères, ma sœur, moi, c'était obligatoire, il fallait faire de la musique. Et je les en remercie énormément. Mais toi, uniquement, en as fait ton métier? Oui, moi uniquement. Alors l'un de mes frères a travaillé longtemps dans la musique côté production, mais je suis la seule à avoir fait un métier artistique. Ouais. Oui, parce qu'en plus du chant, tu as commencé par la harpe. Alors ça n'a rien à voir, mais tu étais musicienne au départ. Voilà, oui, j'ai commencé la musique par la harpe à 6 ans. J'ai eu la chance de trouver une super prof de harpe à Sully-sur-Loire qui s'appelle Nathalie Dardenne et que je ne remercierai jamais assez puisqu'elle m'a donné des cours de mes 6 ans à mes 18 ans quand même. Et elle m'a vraiment transmis l'amour de cet instrument. Et tout ça grâce à un dessin animé, il faut quand même le dire. C'est vrai. J'ai vu les Aristochats quand j'étais petite. J'ai vu Duchesse qui jouait de la harpe magnifiquement, comme ça, au milieu de tous les chats de gouttière. Et j'ai trouvé ça magnifique et j'ai voulu faire pareil. Tu t'es dit, si un chat peut jouer de la harpe, je peux le faire aussi. Voilà, exactement. Donc après des études normales, tu t'es engagée à 100% dans ta passion. C'est ça. J'ai jamais arrêté la musique et le théâtre puisque j'ai commencé donc la harpe à 6 ans, le théâtre à 7 ans, au Théâtre de l'Escabeau. Donc ici, je prenais mes cours dans cette salle là où nous sommes en ce moment. Et j'ai quand même fait des études dites normales, ça tranquillisait beaucoup papa et maman. Pendant ces 6 années, j'ai toujours continué la musique. J'avais ma harpe quand je pouvais dans ma chambre d'étudiante. Ça tient de la place, beaucoup de place, mais je me débrouillais. Je repliais le bureau pour sortir la harpe. Voilà. Et puis, j'ai passé mon diplôme et j'ai dit, mais c'est super, mais c'est pas ça que je veux faire. En fait, je crois que ça y est, je veux chanter, je veux faire du chant, parce que le chant... Alors c'est vrai que j'ai pas pris de cours avant, mais depuis que je suis petite, j'adore chanter tout le temps. Oui, mais il y a chanter et chanter du lyrique. C'est vrai. Je veux dire, la marche est haute. Hein. La marche est haute, mais c'est ce qui me passionnait et me fascinait le plus, je dirais, ça me fascinait. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer, en fait, aussi grâce au Théâtre de l'Escabeau, beaucoup de choses dans ma vie artistique. Il y a beaucoup de tournants qui ont été pris grâce au Théâtre de l'Escabeau quand même. Et donc, par exemple, j'ai rencontré des artistes lyriques qui venaient pour un concert ici et qui avaient besoin d'un lieu pour répéter. Et moi, j'ai dit, mais il y a un piano chez mes parents, si vous voulez, vous pouvez venir. Et donc, ils sont venus répéter dans mon salon. Avec ma mère, on était tellement heureuse d'avoir ce concert privé, voilà. Et après cette répétition, je me suis dit, allez, lance-toi. Et j'ai demandé à l'une des chanteuses des conseils pour prendre des cours de chant lyrique à Paris, pour commencer. Et elle m'a donné le conseil d'une professeure que j'ai rencontrée en cours particulier. Et puis, je suis rentrée dans les conservatoires. Et voilà. Et la machine était lancée. Ouais. Mais tu chantes aussi du jazz. Oui. J'ai été élevée au jazz, à la soul, à la funk. Et c'est vrai que c'est une musique qui fait partie de moi et c'est ce que j'ai d'abord chanté. Il y a des voix naturellement qui vont aller plus vers le lyrique, des voix naturellement qui vont aller plus vers d'autres styles. Et moi, j'ai une voix naturelle qui est plus faite pour le jazz, pour la musique traditionnelle aussi. Et ça n'empêche pas que je peux faire du lyrique, mais ça m'a demandé plus de travail.
Oui, parce que le jazz, c'est un chant libre. On Oui. peut l'interpréter un peu comme on veut, sauf que le Ah, lyrique... il y a aussi des codes, hein, il y a aussi des... Ouais, mais le lyrique, c'est encore plus codé. Hein. Ah, le lyrique, oui. Et puis le lyrique, il y a une esthétique très particulière. Ben, par exemple, si on dans le jazz, s'il y a un petit grain dans la voix, si on se décale un peu rythmiquement... Ouais, ça peut en rajouter fait, un petit plus. Ça. Exactement. Ouais. En lyrique, non. Il y a plus de contraintes dans le lyrique, mais du coup, ça donne aussi beaucoup de liberté. Ouais. Tu es mezzo-soprano. Oui, je suis mezzo-soprano. Alors, dans l'échelle des tessitures, il y a soprano, mezzo-soprano, alto, ténor, baryton Et basse. et basse. C'est ça. Donc soprano, c'est les voix de femmes les plus aiguës. Oui. Mezzo, soprano, médium, les voix médium. Alto sont les voix de femmes très très graves. Et ensuite, c'est pareil pour les hommes, ténor, baryton, basse. Est-ce que un jour tu peux passer alto, par exemple? Oui, ça peut. Souvent, avec l'âge, le corps change et donc La la voix voix change. évolue aussi. Quand on est une femme aussi, parfois, ça peut être une grossesse qui peut aussi faire changer la voix. Dans ces cas-là, généralement, c'est plutôt un changement vers le grave. La voix, avec l'âge, devient un peu plus grave. Mais ça peut arriver dans l'autre sens aussi. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Et aussi dans le travail, au départ, en fait, quand on commence le chant, le professeur va supputer une tessiture et puis finalement avec le travail on va se rendre compte que la voix s'étire plus dans l'aigu et que finalement il y a un timbre qui se développe plus dans l'aigu. Finalement on croyait qu'elle était mezzo, non elle est soprano, voilà, ça peut varier. Changer, ça peut varier. Alors comédienne, chanteuse, comment tu arrives à marier tout ça? La vie fait que je marie tout ça. J'ai jamais voulu m'enfermer dans une seule chose, dans une seule discipline. Parce qu'en fait, moi, ce qui me correspond, c'est de faire plein de choses différentes. C'est être libre. Oui, voilà. Et en plus, je sens que ça m'apporte. Les choses sont complémentaires. J'apprends d'une discipline, j'amène dans l'autre. Voilà, je me verrais pas me contraindre à une seule chose. Avant de continuer, on va te voir chanter. Et t'entendre aussi, dans un extrait du conte musical yiddish. Quand Malka rêvait. Et là, tu joues le rôle principal, c'est Malka, justement. C'est ça, oui. Donc, on a choisi 2 extraits. La complainte de Malka, et puis le final, qui a pour titre « Ça pourrait être pire ». Oh, lui, il saura, comme toujours, trouver les mots. Oui, il faudra changer tout ça. Je ne peux pas, je ne peux plus vivre comme ça un jour de plus. Lui, il saura, oui, il saura trouver les mots. Si je pouvais juste un instant, si je pouvais de temps en temps étouffer tous les cris et tous les bruits violents, écouter mes envies par chaque seconde. Si je pouvais fuir le boucan juste un instant et au-dedans avoir la paix, oh oui, la paix. Oh, si je pouvais juste un instant, si je pouvais de temps en temps pousser les murs, démonter les clôtures vers un peu plus grand, faire naître au point du jour un jardin où courir, je
noir. Ouvrons les yeux, il y a toujours pire. Alors heureux ou malheureux à nous choisir. On peut toujours voir le côté noir. On peut toujours chercher les ombres derrière chaque histoire. La bouteille vide ou la bouteille pleine. Quand on y pense, on aurait pu avoir moins de veine. Tout dépend du côté où l'on se place. Tenons le meilleur au fil de la vie qui nous passe. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être vraiment pire. Ouf, c'est toute la magie de cette musique juive ashkénaze, hein. C'est le rythme. Hein. C'est Très entraînant. C'est très entraînant. C'est envie de danser. Quand tu chantes, ça demande un entraînement régulier. Oui, ça demande un entraînement régulier. C'est comme tout instrument ou c'est comme un sport. C'est comme un muscle quoi, qu'il faut entraîner régulièrement. Comme la harpe. Comme la harpe aussi, comme tout instrument, voilà. La harpe aussi, je m'entraîne régulièrement. D'ailleurs, j'ai des petites ampoules là en ce moment au doigt. Voilà. Mais parce que, est-ce qu'il t'arrive dans certains spectacles, de jouer de la harpe et de chanter en même temps? C'est possible ça? Oui, ça m'arrive. C'est mon grand bonheur de pouvoir faire les deux. Oui. C'est très très chouette. Je le fais notamment dans un spectacle qui s'appelle Around is Around avec le Théâtre des Vallées, dans lequel donc c'est un spectacle pour les enfants. Et en fait, donc là c'est un vrai bonheur parce que je me retrouve à jouer de la harpe et en même temps à chanter, donc je m'accompagne. Et c'est un truc que même pour mon plaisir, moi chez moi perso, je fais souvent pour mes amis, voilà. Tu intègres beaucoup de compagnies, tu ne les connais pas forcément. Comment tu arrives à trouver ta place ? Ça m'arrive de passer des auditions et de répondre à un casting, de passer une audition, mais c'est aussi beaucoup en rencontrant des gens, en étant recommandé par quelqu'un, et en ça, je dois vraiment dire un grand merci à la compagnie du Théâtre de l'Escabeau parce que je suis jamais vraiment partie d'ici. J'ai pris mes cours de théâtre et puis ensuite, quand l'Escabeau en 2014 est devenu pépinière théâtrale, je me suis vraiment aussi investie dans l'administration, dans la communication du lieu. Et du coup, je suis restée toujours là et j'ai toujours joué et chanté ici et j'ai rencontré énormément de monde ici et ça m'a permis d'intégrer, notamment par exemple de rencontrer David Ayala avec qui je chante dans un récital autour de Mahmoud Darwish, qui est un spectacle absolument magnifique et ça, la première fois que je l'ai fait, c'était ici parce qu'il m'a rencontré ici. Tu fais partie d'un groupe, d'une formation musicale? Oui, d'un ensemble vocal. D'un ensemble vocal de 6 femmes, oui. C'est Aïgal. Tout à fait. Alors là, c'est tout à fait autre chose. Oui, alors là, c'est vraiment du chant lyrique. Carrément, c'est de l'a cappella. C'est de l'a cappella. On est 6 chanteuses et on fait du chant a cappella, lyrique. On a toutes des carrières de chanteuses solistes à côté. Autant te dire que c'est pas toujours évident de se réunir à 6, mais on y arrive parce qu'on aime trop ça. Notamment pour répéter, c'est pas évident. Exactement. C'est en 2018 que j'ai intégré l'ensemble et c'est un vrai bonheur. C'est très très dur, mais c'est vrai que je compare souvent ça à du saut en parachute. J'ai souvent l'impression quand on est toutes les 6 en train de chanter en concert qu'on on voit ces images de gens qui se tiennent par la main comme ça en train de sauter dans le vide. Et ça finit par une très jolie figure. Exactement. Et ben c'est un peu ça. On dépend complètement les unes des autres et du coup c'est magique parce que y a rien de tel. Enfin c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. C'est pour ce qu'on ressent à ce moment-là. Il y a une dimension supplémentaire. On va le voir dans un instant. C'est qu'il faut harmoniser toutes ces voix. Oui. Mais c'est un truc, alors moi ça j'ai toujours adoré faire plusieurs voix. Avec ma sœur quand on était petite on s'amusait à inventer des deuxièmes voix sur un morceau, à chanter d'autres voix. Ma sœur elle est pianiste, enfin, pas professionnellement mais elle fait du piano, je l'accompagnais en chantant, etc. Donc c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Donc évidemment dans Aïgal on fait pas 2 voix mais on en fait 6. C'est-à-dire que souvent on est chacune chante quelque chose de différent en même temps. Donc ça demande énormément de travail pour aligner bien les notes, pour toujours avoir l'oreille sur ce que font les autres. Et puis en plus, on se rajoute une difficulté supplémentaire, c'est que dans nos spectacles, on essaye au maximum de chanter par cœur et en mise en espace. Donc on bouge, ou en tout cas, même si on bouge pas, on n'a pas de partition. Donc parce que c'est très important pour nous d'être en lien plus direct avec le public.
Mais du coup, c'est encore plus difficile. Et oui, oui, oui. On va le voir tout de suite, Astrid, en regardant un extrait de Trobairitz, Trobairitz. qui veut dire femme troubadour en occitan. C'est ça. Le titre, c'est Lunas. Et la particularité de ce titre, c'est qu'il a été composé spécialement pour vous. Oui, c'est ça. On a fait une commande au compositeur Felipe Carrasco, qui a composé cette pièce pour nos 6 voix. Est-ce qu'on peut dire, Astrid, que c'est une autre facette du lyrique, ce que l'on vient d'entendre ? Oui, parce qu'en plus, souvent, quand on pense chant lyrique, on pense opéra. Alors là, c'est très différent, hein, c'est pas du tout de l'opéra, mais pourtant, ça reste de la musique lyrique qui est composée vraiment pour 6 voix, donc c'est encore autre chose. Et puis, c'est que de la cappella, et souvent, le lyrique, c'est avec orchestre, donc ça change. L'actualité récente, celle que vous avez eue au début 2025, mais que vous aurez aussi l'année prochaine, c'est la pièce La chanteuse et le philosophe. Tout à fait. Vous jouez aux côtés de Stéphane Godefroy, ici au Théâtre de l'Escabeau. C'est ça, on l'a créé au Théâtre de l'Escabeau, dans cette salle encore. Il se passe beaucoup de choses dans cette salle. Décidément. Et on a créé ce spectacle donc, qui traite de l'égalité entre les sexes, sujet amplement d'actualité. Et on est parti d'un texte du XVIIe siècle, parce que oui, il y a un philosophe au XVIIe siècle qui s'est posé déjà cette question-là, comme quoi ce n'est pas un effet de mode, et comme quoi on en parlait déjà à l'époque. Ça m'a donné l'occasion de fouiller dans les archives pour trouver des morceaux qui n'avaient jamais été chantés, composés par ces femmes. C'est un spectacle qui est lu, joué et chanté. On l'intitule comme ça, parce que les passages du philosophe qui s'appelle François Poulain de la Barre, ils sont lus par Stéphane, le comédien. C'est très important pour nous de garder cette lecture pour que les gens aient bien conscience que ce texte, on ne l'invente pas. C'est vraiment un texte que quelqu'un a écrit au XVIIe siècle. Et puis il y a des passages joués, parce qu'il y a des passages très drôles aussi, parce qu'on s'amuse, voilà, c'est important. Et puis moi, je chante, je chante des chants du XVIIe siècle, mais des choses plus récentes aussi, voilà, ça se complète. Astrid, il ne me reste plus qu'à vous remercier de vous être prêtée au jeu de la Nuit de la Culture Giennoise. C'était un vrai plaisir. Et on se dit à très bientôt. Avec plaisir. Un agenda bien chargé pour Astrid en cette fin d'année et en 2026. Je chausse mes lunettes pour ne rien oublier. Son ensemble vocal Aïgal a été sélectionné par la Spedidam. La Spedidam, c'est la société de perception des distributions des droits des artistes-interprètes. Pour intégrer donc le programme Génération Spedidam et ainsi pouvoir enregistrer des titres et faire toute une série de concerts en été 2026. La chanteuse et le philosophe se jouera au Théâtre de l'Escabeau en janvier. Vous voyez les dates qui s'inscrivent sur votre écran, ainsi qu'à Avignon le 13 février. De la musique contemporaine maintenant avec un groupe rap que nous avions reçu il y a 3 ans, Carbo et Darrois et leur titre Mauvais, et puis également Jack Ladong avec sa superbe chanson Bord de Loire, 2 salles, 2 ambiances. Tu t'accroches au mauvais duo, même ta copine te l'a dit. Je vais tout droit sans ralentir, trop pressé à faire des thunes. Tu paniques quand je réponds app, je me suis absenté pour le business. Ton cœur est en miettes, fallait pas t'attacher en vitesse. Laisse-moi quelques années, je pourrais décrocher la lune. J'ai du mal à dire les choses, je préfère parler avec ma plume. Ne m'en fais pas, c'est pas la peine. Tout va changer avec le temps, et je t'en fais la promesse.
sait que je suis mauvais, elle sait que je suis mauvais. Bébé, je suis navré, je suis pas là pour te sauver. Elle sait que je suis mauvais, qu'on est mauvais. Rien de nouveau, tu merdes, je m'en vais. Elle sait que je suis mauvais, je pense qu'au l'over. Passé de coffret, toujours rénové. Elle sait que je suis mauvais, toujours dans le move. Elle sait que je suis mauvais, toujours rénové. Elle sait que je suis mauvais, toujours innové. Gabo c'est pipé, rempli de fumée. Faut que je me remplis les poches, bah oui c'est hoche. Tour des chinoches, l'envie des bandits. J'ai fumé la haut du couche, bah oui que le temps on m'a trouvé louche. Charismatique comme un Barbarossa, bébé aimerait que j'achète une rose. J'sais que t'as pas les menteurs, malgré ça j'n'en pas l'heure. Faut que je me dépêche, remplir la caisse, ce sera de la tête pour être heureux. Fada, bébé j'te promets, j'suis pas un tarba. Bébé j'te promets, j'suis pas un tarba. Comme une fada, bébé j'te promets, j'suis pas un tarba. Bébé j'te promets, j'suis pas un tarba. Elle sait que je suis mauvais, elle sait que je suis mauvais. Bébé je suis navré, je suis pas là pour te sauver. Elle sait que je suis mauvais, qu'on est mauvais. Rien de nouveau, tu merdes, je m'en vais. Elle sait que je suis mauvais, je pense qu'au l'over. Passé de coffret, toujours rénové. Elle sait que je suis mauvais, toujours dans le move. Elle sait que je suis mauvais, toujours rénové. Quand nous irons sur les bords de Loire, nous aurons la chance avec nous. Tous les gars du coin s'en iront voir ailleurs. Et tout l'univers sera pour nous mon cœur. Quand nous nous verrons sur les bords de Loire, ce petit endroit qui n'était qu'à nous. Cachés sous les grands arbres, nous pourrons à nouveau dévoiler notre amour aux fleurs et aux oiseaux. Quand nous nous retrouverons sur les bords de Loire, unique rendez-vous avec vous. Nus sous le soleil, nous entendrons au loin la cloche d'une heure de l'église de Gien. Nus sous le soleil, nous entendrons au loin la cloche d'une heure de l'église de Gien. Chut, écoute.
Carbo sur les réseaux sociaux et sur sa chaîne YouTube. Quant à Jack Ladong, il est désormais clavier dans un groupe soul appelé So Soul Band et il continue à composer pour son plaisir et pour notre plaisir. Une page d'histoire maintenant, histoire contemporaine qui a presque 45 ans. Certains se souviennent sans doute que Gien avait une radio entre 1981 et 1998. Elle s'est appelée Radio Gien, puis Gien FM. Je pense qu'il était temps de vous raconter l'histoire de cette radio en compagnie d'un des cofondateurs, François Gresset. On est ici dans un studio dit de production de l'ex-Radio Gien. Alors tout y est vraiment intact, comme il l'était le jour de sa fermeture en 1998. Absolument. Plus qu'une interview, mon cher François, j'ai proposé une discussion. D'abord parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Ah bah bien sûr. Et qu'on a beaucoup de choses à dire sur cette radio qui a marqué les Giennois et même toute la une région. Toute une région, bien sûr. François, tu es à l'initiative de la création de la radio. Je suis à l'initiative avec, bien sûr, les deux frères Jattot, avec Jean-Pierre et Dominique, et puis le papa, Raymond Jattot, et puis un ami qui est Philippe Garnier, qui était syndic à l'époque à Montargis, qui était un amoureux de la musique classique. Et 81 est arrivé, Mitterrand est passé, et là je me suis dit, là, c'est bon. On est parti pour des radios libres. Et puis, dès le mois d'août, j'ai une grande discussion avec la famille Jattot, avec Raymond Jattot, avec Dominique et Jean-Pierre, et je leur dis, écoutez, voilà, moi j'envisage de créer une radio, probablement avant la fin de l'année. Et puis, on a décidé que nous allions démarrer à la fin du mois de novembre 1981, sans autorisation, sur une fréquence pirate. Et la fréquence pirate, c'était 104 MHz. Je vais te montrer une photo. Oui. Qui va te rappeler beaucoup de souvenirs. Notre premier studio, et ça, je pense on venait de démarrer. C'était vraiment la photo du début de la toute première émission de la radio. Qui a eu lieu le 29 novembre 1981. Voilà. C'était la première journée. Effectivement, tu étais là. Ça a été une très grande aventure. Et donc, le 29 novembre 1981, eh bien, les Giennois entendaient ça. Radio Gien est né, il est 9h. Nous sommes le 29 novembre 1981. Amis auditeurs, bonjour. Vous êtes sur Radio Gien 104 MHz, modulation de fréquence. François avec vous de 9h à 13h, Jean-Pierre à la technique. Eh bien, nous nous retrouverons toute la matinée. Je vous ferai découvrir Radio Gien, nos projets, notre rôle sur le plan régional. J'aurai aussi le plaisir de vous présenter tous mes amis animateurs qui sauront vous distraire du lundi au vendredi de 17h à 22h, le samedi de 14h à 22h et le dimanche de 8h à 13h. Et puis voilà, c'était parti. C'était fou. Pour beaucoup d'entre nous qui étaient là, c'était des rêves, quoi. La radio ne fonctionnait pas toute la journée à l'époque. Non, non, parce que les bénévoles étaient des gens quand même qui travaillaient. Donc on ne pouvait pas faire fonctionner toute la journée cette radio. Les émissions commençaient à 17h et elles s'arrêtaient à 22h. Oui, c'est ça. Et après, on mettait un 1000 Hz t'as tout à pour fait pas raison. que la fréquence, on nous la vole dans la nuit. Voilà. Un 1000 Hz, pour expliquer aux personnes qui nous voient que c'était un sifflement. Oui. Et ce sifflement, on l'envoyait à la place de la musique, à la place des discussions. Pour éviter de se faire piquer d'avoir une autre radio sur le 104 MHz le lendemain matin. Et puis le 23 mai, alors là, bouffée d'air pur pour toutes les radios, le 23 mai 1984, la publicité est autorisée. Ah oui, alors ça c'était quelque chose. Parce que déjà, fallait qu'on puisse faire rentrer quand même un petit peu d'argent. Et on allait faire des émissions chez les commerçants. Et à la fin, on avait un chèque. Sauf que là, la publicité, elle arrive. Alors ça, là, il fallait se réorganiser. Il fallait trouver une commerciale ou des commerciaux. Il fallait que tu t'adaptes, toi, personnellement, dans la fabrication de publicités qui soit originale. Ça impliquait aussi une refonte totale de la grille des programmes. Complètement. D'une professionnalisation aussi des animateurs, parce qu'après, on ne pouvait plus se permettre quoi que ce soit. C'était plus de l'amateurisme. Voilà. Et puis, il y a des sociétés de banques de programmes qui se montent, dont je me rappelle plus le nom, auxquelles j'ai participé en tant qu'assuré. Aquarelle. Voilà, c'était ça.
ça, auquel j'ai participé. On était actionnaire d'Aquarelle d'ailleurs, et Aquarelle nous permettait d'avoir des informations toutes les heures, des informations nationales faites par des journalistes qui aujourd'hui se retrouvent à France Info, qui se retrouvent dans des très grosses sociétés. Ouais. Et puis Aquarelle nous donnait des tranches horaires, surtout la nuit, nous donnait de la musique, nous donnait de l'animation toute la nuit, et là on diffusait 24 heures sur 24. Il y a des émissions qui m'ont marqué dans cette histoire radiophonique. Ah oui, moi aussi. Alors dis-moi lesquelles, toi en particulier. Alors bien sûr, il y a mon émission du dimanche matin qui s'appelait Bonjour la ville, qui s'appelait Bonjour la vie. Oui, au départ, Bonjour la vie. Au départ. Et je rencontre un monsieur dans la rue et qui me dit Bonjour François, j'écoute votre émission tous les dimanches matin, Bonjour la ville. C'est formidable. J'ai dit, oui, tiens, il a raison. On est dans une ville et on fait découvrir les villes et les villages. On va l'appeler Bonjour la ville. Alors, cette émission, tous les dimanches, c'était en direct. C'était par voie téléphonique. Mais on allait très loin. On allait dans Lyon, on allait dans la Nièvre, on allait dans le Cher. On faisait tout le Loiret, bien sûr. Enfin, une bonne partie du Loiret. On allait très loin et on découvrait les villes les dimanches. Alors, d'autres émissions qu'on marquait, bien sûr, il y a la fameuse émission qui était faite par Daniel, qui, à partir d'une photo de classe, qui était diffusée sur le journal de Gien, il recherchait pendant 3 semaines tous les gens qui étaient sur cette photo de classe. C'était un avis de recherche régional. Et la 4e semaine, il se retrouvait à l'endroit de la ville ou du village où ça se passait, et là, on retrouvait l'ensemble des élèves avec souvent leurs professeurs qui étaient toujours vivants, qui étaient toujours présents. Bon, l'émission aussi phare, c'est l'émission d'accordéon qui a marqué GFM. L'accordéon, c'était des dizaines et des dizaines d'appels. Puis une émission qui m'a beaucoup marqué, moi, ça s'appelait Les Champions. Alors le principe, c'était un couple, et le monsieur, on le mettait en voiture, et souvent il partait avec Gérard Thomas, et la dame restait ici, on lui donnait des bouquins, elle avait à sa disposition tout un tas de bouquins. On prenait tous les studios, on prenait ce studio-là, le studio d'en bas, on prenait tous les systèmes techniques de la radio. Et l'idée, c'était que fallait trouver 3 trésors. Et le premier trésor, je me rappelle très bien de cette émission-là, le premier trésor, il se passait dans la rue Creuse, à Gien. Ça, c'était la première émission. C'était une des premières émissions où on trouvait, il y avait une croix où il fallait trouver le trésor au pied de la croix, etc. et tout. Et le deuxième trésor, c'était au musée de l'automobile qui se déroulait à Briard. Et je me rappellerai toujours parce que Gérard avait tendance à rouler un petit peu vite, bien sûr, pour avantager les candidats, de façon à ce qu'ils perdent pas de temps. On jouait avec le chronomètre. Puisqu'on jouait avec le chronomètre, on avait 1h30, etc. Donc il partait. Et je me rappelle qu'il avait eu un problème entre Gien et Briard avec les motards. Et les motards, reconnaissant donc Gérard, puisque c'était une voiture qui était marquée Radio Gien, donc l'avait pris et il s'était mis devant Gérard et il l'avait emmené presque avec les sirènes jusqu'au musée de l'automobile. Et au musée de l'automobile, ils avaient trouvé le deuxième trésor. Et là, le troisième indice, ça se passait sur Aubigny. Et techniquement, la voiture ne pouvait pas retourner à Aubigny. C'était pas possible. Dans les temps, c'était pas possible. Et ils ont réfléchi qu'ils étaient pas loin d'un aérodrome et qu'il suffisait d'aller demander un avion. Et quand ils sont arrivés sur l'aérodrome, surprise, il y avait un avion qui tournait et qui les attendait. Et il y a donc dans lequel il y avait un émetteur, dans lequel il y avait quelqu'un de Radio Gien qui les attendait également. Et donc on les a suivis. Ils ont décollé de Briard. Ils ont atterri à Aubigny. À Aubigny, il y avait une voiture de Radio Gien qui les attendait. Et le troisième trésor était à trouver dans l'hippodrome d'Aubigny. Voilà un petit peu. Non, mais c'était une grosse production. C'était une grosse production parce pour que l'époque. Techniquement, c'était un truc de fou. Alors, on était sur des fréquences qui étaient non autorisées. C'était tout et n'importe quoi. On risquait de troubler la gendarmerie. On risquait d'avoir des problèmes avec tout le monde. Mais c'était fou. Mais ça, j'adorais. Moi, je me souviens d'une émission qui s'appelait Mais qui êtes-vous ? Ça, c'était une émission qu'on retrouvait tous les vendredis. Après le journal régional. C'était une interview qui sortait un peu des sentiers battus, qui se rapprochait plus du questionnaire de Proust que de l'actualité proprement dite de la personne interrogée. La première émission a eu lieu le 7 septembre 1990. C'était Louis Boyer qui était l'invité, sénateur maire de Gien. D'accord. Et la dernière émission, parce qu'il y en a eu 274, j'ai vérifié dans les archives. Il y a eu c'était Richard Anconina. Richard Anconina. Oui, c'était lui le dernier. J'aimerais aussi qu'on parle de... Bon, on peut pas citer tous les animateurs de la radio parce qu'il y en a eu beaucoup, mais je l'ai eu au téléphone il y a pas très longtemps. Figure-toi, Olivier Deloum,
Ah, Olivier Delhomme. Olivier, qui travaillait à Antenne 2 à l'époque, que tu avais dû connaître par l'intermédiaire de Jean-Pierre Spiro, qui était le réalisateur maison. C'est lui qui a créé le Téléthon en France. Oui, puis quand Delhomme faisait ses émissions le samedi après-midi ici, et Jean-Pierre Spiro amenait son fils, Florian Gazan, pour lui apprendre un petit peu les métiers de la radio. C'est drôle ça. Olivier Delhomme venait avec son carnet d'adresses en quelque sorte. Et un jour, Olivier me dit, tu sais quoi, on va appeler Françoise Hardy. Bon, appelons Françoise Hardy. Françoise Hardy décroche son téléphone, c'était en plein samedi après-midi. Et moi, j'ai encore en mémoire la voix j'ai pas retrouvé dans les archives, parce qu'on n'enregistrait pas toutes les émissions à l'époque. Et Françoise Hardy qui explique donc à Jean-Pierre Spiro, qui était dans le studio. Jean-Pierre Spiro lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et elle lui dit, écoute, je suis en train d'éplucher des carottes. Françoise Hardy quand même. Pour faire une soupe pour ce soir. Moi, je trouve ça génial. Voilà, là, d'un seul coup, il n'y a plus de star, c'est la personne qui parle sans filtre. Et moi, j'ai ça en mémoire. Pour moi, l'une des plus belles rencontres que j'ai eues, c'était avec Anne Girardot. Ah oui. On fait une émission spéciale un dimanche matin. Et j'ai découvert donc une femme qui était extraordinaire. À ma place, il y avait aussi un jour Pascal Obispo, qui est arrivé dans ce studio malade comme un chien. On a fait une émission en public. Je me suis dit, on va jamais finir l'interview. Et puis, il a quand même chanté en live avec sa guitare ici deux titres. On a eu la chance de rencontrer beaucoup de monde. Beaucoup de monde. 1992, on va avancer parce que des anecdotes, on en a plein, mais bien sûr. 1992, alors là, il y avait quelque chose de très très important. Radio Gien est consacré meilleure radio de France. Ah oui. À Antibes. On te voit là en ce moment en photo, les 1000 bras personnes, en l'air avec le trophée. À 1000 personnes qui sont là, la télévision américaine consacrée première radio de France. Alors ça, les bras m'en tombent, puisque FR3 va se déplacer pour venir faire un reportage ici à Gien. C'est vrai que c'est une récompense absolument extraordinaire. Et je pourrais presque me promener avec le col bleu, blanc, rouge, tu sais, comme le meilleur ouvrier de France. Le meilleur ouvrier de France. On est reconnu au niveau national. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour-là, les disques, ça venait de partout, une collection de musique classique. On recevait par carton entier on recevait à peu près 50 disques par semaine. Et je deviens président national des radios indépendantes de France, le GRIF, le groupement radio des radios indépendantes de France. Tu parlais d'un reportage de FR3 à l'époque, et on va le regarder. Bonjour, un accident mortel s'est produit cette nuit à 3h. 4 bulletins d'information régionale chaque jour, des animateurs en studio ou sur le terrain. La particularité de Radio Gien, c'est d'avoir voulu rester fidèle à l'esprit de 81, l'âge d'or des radios dites libres. Pour ses qualités de communication avec son auditoire, Gien FM a été consacré meilleure radio de France au Festival d'Antibes. Je ne m'attendais pas à ce que je sois nommé, du moins par mes pairs. J'en suis très heureux, c'est qu'ils reconnaissent que le travail que nous faisons ici à Radio Gien est un travail performant et un travail de proximité. On est resté une radio indépendante, une radio de pays, et je crois que c'est important. Une quinzaine de permanents et autant de pigistes. Le programme musical est à 70% français. L'auditoire est très ciblé. Radio Gien s'adresse aux 25 ans et plus. Le sondage qui nous a été fourni par la société IRAS dit qu'il y a une personne sur deux dans la région qui écoute Radio Gien au moins une fois dans la semaine. Alors, on peut dire que le nombre d'auditeurs varie entre 60 et 80 000 personnes. Après 10 années de passion pour la technique et le son au service de la radio, François Gresset compte bien assouvir une autre passion, celle de l'image. Il y a du reportage audiovisuel dans l'air. On a changé, bien sûr, un petit peu quand même. Mais vraiment, j'étais très heureux. Oui. J'étais heureux, à la fois pour moi peut-être, sûrement, mais à la fois pour vous tous. Quand je fais une petite marche arrière dans ma mémoire, je me dis, mais comment on a pu réussir à faire tout ça ? Comment on a pu réussir, par exemple, parce que moi j'ai aussi un souvenir précis, quand notre émetteur qui était dans le clocher tombait en panne, parce que ça est arrivé une fois où il est carrément tombé en carafe, qu'est-ce qu'on a fait ? On a démonté l'émetteur et on est allé en Italie le soir même
par un train de nuit pour faire réparer l'émetteur. Le lendemain matin. Oui. Et on repartait dans l'autre sens. Et quand on arrivait à la gare de Lyon, si tu te rappelles, on avait la douane qui nous courait après. Ben oui. Parce que... oui. On avait des têtes de faussaires. C'était fou. Bon, on a eu des bons moments, des moments extraordinaires. Puis il y a eu des moments un peu plus pénibles, plus terribles. Oui. Parce que effectivement, les moments extraordinaires, c'est aussi le développement de cette radio. C'est-à-dire que on a eu des fréquences dans le Cher, on a eu des fréquences dans le Cher, on a eu des fréquences à Montargis. Ensuite, on a pu reprendre d'autres fréquences sur Nevers et terminer à Château-Chinon. On a eu le rachat de la radio RCF, Radio Cher FM, qui était à Bourges. Oui. Et puis tu parlais de moments plus pénibles. On y arrive. Parce qu'en fait, le dimanche 23 mai 98, on baisse le rideau. Oui. Si tu veux, le problème, c'est que les différents gouvernements ne nous ont pas aidés. Ils ont favorisé en grande partie les réseaux et on sentait bien que les réseaux de plus en plus prenaient de l'importance, ils prenaient du pouvoir, ils prenaient des marchés et nous qui restions dans notre petite région, c'était plus suffisant. Il y avait deux solutions. Il y avait une solution où il fallait s'étendre, c'est-à-dire qu'il fallait avoir des fréquences qui descendaient peut-être jusqu'à Châteauroux, peut-être au-delà. Et moi j'avais proposé à des radios indépendantes de se marier tous ensemble. Bon, ils n'ont pas voulu parce qu'évidemment quand on se marie, il y a un patron. Bon, et puis ils voulaient tous être le patron. Moi le premier. Donc c'était difficile. On n'a pas pu se marier. Donc on s'est vendu à Nostalgie. L'histoire aussi, c'est que les réseaux, les grosses radios réseaux, demandaient plus de fréquences à l'État, qui leur refusait systématiquement. Bien sûr, en disant non, les fréquences, on ne peut plus en débloquer, on ne peut plus en donner. Débrouillez-vous. Donc eux, ils ont sorti leur carnet de chèques, ils sont allés voir les radios existantes partout en France en leur disant, nous, on a besoin de la fréquence, on vous rachète. Et on s'installe à votre place. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Faut pas se rêver. C'est ce qui s'est passé en 98. Donc c'était un crève-cœur. Moi, ma dernière émission, je sais pas si j'ai pleuré à la fin ou pas pleuré, mais c'était notre bébé. Ça a duré 17 ans. C'était ton bébé à toi, c'était mon bébé à moi et un bébé à un certain nombre de gens qui étaient autour de nous. Donc c'était notre bébé, Radio Gien. 17 ans, c'est une belle histoire, voilà. Avant, ça s'appelait Radio Gien ou Gien FM. Je te proposais de réécouter quelques petits jingles quand même. Parce qu'une radio sans jingle n'est pas une radio. Non, c'est vrai. Voilà. J'espère que cette histoire vous aura passionné. François, merci. Merci mon cher Jean-Marc. Puis merci pour tout. Je tiens à remercier le Journal de Gien qui nous a permis d'accéder à ses archives presse et photos, et plus particulièrement à son rédacteur en chef, François Basselet, pour le temps qu'il nous a accordé. Voici maintenant, avant de nous quitter, le plateau de Julie Weiss. Julie avait dansé en totale improvisation sur une musique spécialement écrite par Nicolas Vicno et avait été inspirée par les lieux de tournage de cette prestation. Je vous propose de la regarder, souvenez-vous.
Julie enseigne la danse désormais au Conservatoire de Palaiseau et il n'y a pas si longtemps que cela, elle a dansé dans la pièce Fragment au Théâtre de la Passerelle, à Palaiseau toujours. Avant de nous quitter, nous aimerions rendre hommage à un artiste. Nous l'avions reçu en janvier 2023. Il formait avec son acolyte un duo d'affichistes qui avait à son actif plus d'une centaine d'affiches de cinéma français et international. Guy Juinot nous a quittés en mai et nous allons lui rendre hommage donc en regardant un extrait de l'interview qu'il nous avait accordé avec son acolyte Guy Bourduge. Quand on était aux artistes associés, on travaillait pour l'extérieur, pour le livre de poche. Parce qu'on ne faisait pas que du cinéma. Vous savez combien exactement vous avez fait d'affiches de films? Non, je sais pas combien. Beaucoup. Je sais pas. Il y a eu aussi la grande période des artistes associés. Ah là, alors là, vous étiez les nababs là-bas, j'ai l'impression. C'était notre heure de gloire. J'ai l'impression. C'était drôle, on était les enfants gâtés. Ouais. On avait besoin d'argent, on descendait à la caisse. On était bien avec Jean Dagbord, qui était le patron des artistes associés à cette époque-là. Tous les midis, vers midi, il nous appelait parce que lui, il était au premier, nous au deuxième. Il nous téléphonait, il disait « Vous descendez pour prendre l'apéritif ». C'était une belle époque. Puis arriva le jour du 4 mars 1990. Et c'était la 15e nuit des Césars. Et Nicole Garcia vous remet le César de la plus belle affiche. Quand je dis vous remet, à vous et à Guy Juinot. Ça, c'est la maquette, donc. Et ça, c'est vous qui l'avez créé, oui. Guy Juinot. C'est moi. C'est pas... Enfin, c'est une affiche, quoi. Et alors, c'est marqué Cinéma Paradis. C'était voilà. Parce que ça devait s'appeler comme ça, en fait? Probablement, et puis il y a eu un changement. Ce fut on a le César, là, sur la table. Ça a été la dernière fois qu'on a remis un César pour les affiches de films. Et c'était pour votre affiche, Cinéma Paradiso. On a clôturé la chose. C'est quand même sympa. On fait 12 radios. Salut. Voilà, cette 8e édition se termine. Merci de l'avoir regardée. Je tiens à remercier encore une fois le département du Loiret et toute l'équipe du Château Musée de Gien de nous avoir accueillis. Et je vous dis à bientôt, peut-être. On va voir un extrait de... Non, je vais sortir autrement. On va s'en rendre... On laisse les tuberculeux s'exprimer. Bon, allez, vas-y, Freddy. Fais-toi plaisir. C'est bon? Professionnel jusqu'au bout du balai. Très heureux de vous accueillir pour la 8e nuit de la culture giennoise. Bienvenue, oh non, très heureux de vous accueillir pour la 8e nuit de la culture giennoise. Je vous présente le Brandzing. Brandzing. Pas le, ça te plante. Je vous présente Brandzing. Brandzing. Pourquoi je veux compliquer les choses? Je recommence. Bon vent. On est raccord au moins. Déjà, on est raccord avec la météo. Ça, tu filmes pas. Et pourquoi je ne peux pas dire la suite? Attention, ça va être la bonne.